Bonjour, docteur Gaulion. Vous êtes neurologue au CHU de Toulouse, au service de neurologie vasculaire et céphalée. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Société française d'études des migraines et céphalées. Le Vidura, Rimégépan, a obtenu l'AMM européenne le 11 mai 2022. Le laboratoire a annoncé sa commercialisation en France le 13 octobre 2023. Actuellement, en avril 2024, il peut être délivré en pharmacie sur prescription d'un médecin généraliste ou d'un neurologue. Cependant, il n'est pas remboursé. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau traitement disponible? Est-ce une innovation et en quoi? Bonjour Sabine de Bréméker et merci beaucoup de cette invitation. Alors effectivement, le rimégépan, Vidura, est, on peut le dire, une innovation thérapeutique puisqu'il s'agit d'un médicament qui est un gépan. Les gépants, ce sont des médicaments spécifiquement développés pour traiter la migraine et c'est le premier des gépants que nous ayons en France. Donc oui, c'est une innovation thérapeutique. Il a aussi la particularité d'être à la fois un traitement de crise et un traitement de fond, ce qui est nouveau dans notre approche médicamenteuse dans la migraine. Quelle est son indication? Alors, le rimégépan, il a la double indication, traitement de crise et traitement de fond. Traitement de crise, ça veut dire qu'on le prend au tout début d'une crise de migraine, comme on a l'habitude de prendre un anti-inflammatoire ou un triptan, on peut prendre le rimégépan à la place. Il peut aussi être utile en traitement de fond, à la condition de le prendre un jour sur deux. C'est la même dose que pour le traitement de crise, mais il se prend un jour sur deux. Comment agit-il? Alors, les gépants, euh, tous autant qu'ils sont des médicaments qui agissent sur la voie du CGRP. Le CGRP, c'est un neurotransmetteur, donc une molécule qui est libérée par les neurones au moment d'une crise de migraine. Et ce CGRP, il va se fixer ensuite sur un récepteur, et à ce moment-là, l'action du CGRP peut avoir lieu, et ce récepteur, il est présent sur les artères autour du cerveau et aussi sur les neurones. Ce qui fait que le CGRP provoque une dilatation des artères autour du cerveau et facilite la transmission de la douleur. Les gépants, comme le rimégépan, sont des molécules qui viennent bloquer le récepteur du CGRP. Donc le CGRP ne peut plus venir se fixer sur son récepteur et ne peut plus provoquer son effet. Et donc comme ça, on vient casser et empêcher le déclenchement de la cascade de la douleur. Ah. Comment, quelle est cette différence entre les CGRP qu'on utilise avec un stylo injecteur ou une seringue ou avec le rimégépan? Alors, le rimégépan par rapport aux autres traitements anti-CGRP dont on a l'habitude maintenant, puisqu'ils sont disponibles en France depuis quelques années, ceux qu'on utilise en injection sous-cutanée, c'est que Hmm. les anticorps anti-CGRP qu'on utilise en sous-cutanée ne sont que des traitements de fond et ils sont injectables. Alors que le rimégépan a déjà c'est un comprimé oral, c'est un lyophilisat, donc un comprimé effervescent, et ensuite il a un peu la double casquette, traitement de crise et traitement de fond. Ensuite, ce sont des molécules qui sont un petit peu différentes parce que le rimégépan, c'est une petite molécule qui vient bloquer le récepteur du CGRP, alors que les anticorps anti-CGRP qu'on utilise en injection sont de plus grosses molécules et la plupart d'entre elles viennent bloquer le CGRP lui-même. Il n'y a qu'un seul anticorps qui bloque le récepteur, c'est l'érinemab. Et les autres viennent bloquer la molécule CGRP elle-même. Alors, sous quelle forme se présente-t-il? Je crois que vous y avez déjà répondu. Quelle Oui. catégorie de patients peut se le voir prescrire? Bah alors, tout adulte qui a la migraine, pour le traitement de crise, c'est le traitement de toute crise de migraine avec ou sans aura. Voilà. En traitement de fond, tout adulte qui a une migraine épisodique ou chronique avec ou sans aura, à partir de 4 jours de migraine par mois. Le facteur limitant est le prix de ce médicament qui n'est pas remboursé et qui est coûteux. Y a-t-il des contre-indications? Est-ce que vous pouvez définir déjà ce qu'est une contre-indication? Une contre-indication est un effet limitant qui ne permet pas la prescription du médicament à cause d'un risque d'événements indésirables graves.
Donc la seule véritable contre-indication, des GEPAN, c'est, l'allergie ou l'intolérance, au rimégépan. Y aurait-il des contre-indications comme avec les anti-CGRP injectables en cas d'antécédents cardiovasculaires ou de grossesse? Ah oui, effectivement, excellente question. Alors, effet indésirable stricto sensu, c'est-à-dire, vraiment une contre-indication absolue à cause d'un risque, d'effet indésirable grave avéré, c'est l'allergie. En revanche, il n'y a pas suffisamment de données, lors de la grossesse pour les femmes enceintes, donc il y a une contre-indication qu'on va dire relative, en tout cas on va dire qu'il n'est pas recommandé pendant la grossesse, ça c'est sûr. De la même manière, il n'est pas recommandé chez les patients qui ont eu un antécédent vasculaire, type AVC, infarctus du myocarde, dans les 6 mois après cet événement. Au-delà de 6 mois, c'est acceptable. D'accord. Quels sont les principaux effets secondaires auxquels on peut s'attendre? Alors les principaux effets secondaires qui sont, décrits et attendus, ce sont les nausées, parfois un peu de vertige. Et il est aussi décrit dans les études et c'est un petit peu moins sûr, un risque un peu plus important d'infection, type infection urinaire ou infection, respiratoire. D'accord. Nous devons limiter notre consommation de traitements de crise à cause du risque de surconsommation migraineuse, car dans 30% des cas, cela peut conduire à une migraine chronique. À quelle fréquence peut-on les prendre sans danger? Alors, il n'est pas décrit de risque de céphalée par surconsommation médicamenteuse. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là avec le traitement de crise de la migraine, c'est-à-dire quand on est migraineux, on prend un traitement pour se soulager parce qu'on a mal. Plus on a mal, plus on prend le traitement, plus on a mal souvent, plus on prend les traitements souvent. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un risque de tomber dans la surconsommation médicamenteuse et finalement de prendre trop de médicaments, ce qui en soi habitue le cerveau. Et le cerveau, pour redemander du médicament, entretient la douleur. Et donc là, on rentre dans le cercle vicieux de la céphalée par surconsommation médicamenteuse. Quel est le risque avec les GEPAN? A priori, il n'y a pas ce risque-là de surconsommation médicamenteuse. D'ailleurs, même on peut utiliser le rimégépan en traitement de fond. Euh, donc, il n'y a pas ce risque-là d'avoir une céphalée entretenue par la surconsommation. Donc, on peut tout à fait prendre un rimégépan un jour sur deux en traitement de fond. Et on peut même rajouter en plus un rimégépan en traitement de crise les jours où on ne l'a pas déjà pris pour le traitement de fond. Cependant, on n'a pas de données de sécurité suffisantes pour une prise plus de 18 jours par mois. Il y a quand même cette limite-là. D'accord. C'est quand même une grande avancée pour nous parce que Ouais, c'est un stress, on va dire, pour les patients qui ont de nombreuses crises et qui surveillent leur calendrier pour ne pas dépasser la dose. C'est pas c'est toujours vrai, évident. c'est vrai. Alors, doit-on éviter son association avec certains médicaments et pourquoi? Alors oui, il faut éviter son association, avec, des médicaments parce que c'est un médicament qui est assimilé dans le corps par certaines, voies biologiques, qui sont empruntées par d'autres molécules, d'autres médicaments utilisés en cardiologie ou en infectiologie et qui peuvent donc venir un peu perturber, l'assimilation et l'élimination du médicament dans le corps. Ça peut même être modifié par le jus de pamplemousse, vous voyez? Donc il faut quand même en parler à son médecin traitant pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse. Effectivement, on n'explique pas suffisamment aux patients le problème de l'interaction avec le jus de Mmh. pamplemousse. Ce médicament présente-t-il des risques en cas de grossesse? Vous avez dit qu'il était déconseillé, mais on peut tomber enceinte de façon spontanée sans s'y attendre. Et est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut On en cas de grossesse? On n'a pas de données, suffisantes. On sait que le CGRP est impliqué dans la croissance des cartilages et donc on n'a pas de données, suffisantes, pendant la grossesse pour être, alors ni à la fois pour, décrire précisément les risques, ni pour, autoriser cette prescription pendant la grossesse. Donc, la mesure de précaution, c'est à éviter pendant la grossesse et si une grossesse, démarre, d'arrêter la prise de rimégépan. Merci beaucoup. Alors, ce traitement est-il remboursé? Et malheureusement, non, il n'est pas remboursé, il est coûteux, hein, puisque le comprimé est vendu 25 € par le laboratoire et ensuite le médicament ensuite
passe par un grossiste, puis un pharmacien, donc le prix augmente, ce qui fait que, dans le meilleur des cas, on peut le trouver aux alentours de 70-80 € pour, 2 comprimés. Donc c'est extrêmement coûteux et pas remboursé. À notre connaissance, pour l'instant, le laboratoire n'a pas fait de demande d'évaluation en vue de remboursement auprès de la Haute Autorité de santé. C'est très juste, la demande n'a pas encore été faite, donc il Pour faudra l'instant, voir dans l'avenir. on ne peut pas l'espérer, du moins pour 2024. Souhaitez-vous ajouter d'autres informations sur l'utilisation du Vidura? Oui, bah, c'est quand même un médicament qui fait partie de cette classe des médicaments qui agit sur la voie du CGRP et ces médicaments-là sont à la fois ceux qui sont les plus efficaces et les mieux tolérés, dans la migraine. Donc c'est vraiment un outil de plus dans notre prise en charge de la migraine. Évidemment, on a hâte que tous ces médicaments au sens large soient remboursés pour vraiment améliorer la prise en charge des patients, tant sur l'efficacité, mais aussi sur la tolérance, parce que c'est vraiment un objectif qui est très important dans la prise en charge de la migraine. On veut certes être soulagé de la migraine, on veut bien sûr, on peut pas avoir mal à la tête, bien entendu. On va être le plus soulagé possible, mais que ce soit pas au prix d'effets indésirables qui sont encore plus gênants que la migraine elle-même. Et cet objectif d'efficacité et de tolérance est plutôt bien rempli par les médicaments qui agissent sur le CGRP. Donc, on a vraiment hâte que ces médicaments soient vraiment beaucoup plus accessibles aux patients. C'est aussi le cas de l'association et notre enquête parcours de soins démontre tous les effets indésirables que supportent les patients avec les traitements habituels. Oui. Et j'ajouterais aussi que tous les migraineux sont différents et donc on ne veut pas un traitement miracle, plus il y en a, mieux c'est, pouvoir aider un maximum de patients. Nous avons appris que des essais cliniques sont en cours en France. Pouvez-vous nous en dire plus? Quel en est l'objectif? Qui peut y participer et comment faire pour être retenu? Ah oui, il y a plusieurs essais thérapeutiques avec le rimégépan, qui sont en cours, avec des centres français qui participent à ces études. Il y en a par exemple, une étude pour évaluer le rimégépan en traitement de fond, mais avec 2 doses différentes, soit un jour sur 2, soit carrément tous les jours. Il y a une étude aussi pour étudier spécifiquement, le rimégépan chez les gens qui sont résistants au triptan, c'est-à-dire que les triptans ne marchent pas ou ne sont pas bien supportés. Donc essayer d'évaluer spécifiquement le rimégépan dans cette population-là, les patients qui sont résistants au triptan. Et puis aussi une étude en pédiatrie pour évaluer le rimégépan, traitement de crise chez les enfants. Alors, il n'y a pas beaucoup de centres français. Dans la plupart des cas, ce sont des centres universitaires centres hospitaliers universitaires qui participent à ces essais. Il n'y en a pas beaucoup. Tous les centres ne sont pas systématiquement ouverts parce que parfois les industriels ouvrent certains centres et puis si ensuite il y a des difficultés de recrutement, ils ouvrent ensuite d'autres centres dans le monde. Donc, le plus simple, c'est de demander à votre neurologue et de voir avec le centre de référence, avec le CHU de référence, si, il participe à une de ces études et si vous remplissez, les critères d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les critères d'inclusion? Parce que c'est un peu compliqué pour les patients de comprendre pourquoi ils ne seraient pas retenus. Alors pour chaque étude, pour valider finalement scientifiquement, un médicament, on est obligé d'établir un peu des critères d'inclusion des patients pour avoir une population qui est assez homogène et avoir le moins de facteurs confondants possible. Donc on établit des critères déjà, en général, sauf pour les études pédiatriques, mais en tout cas pour les études en général qui concernent adultes, on veut que les patients soient tous âgés de plus de 18 ans, qu'ils aient pas, de comorbidité, qu'ils sachent parler langue française, qui ne soient pas sous curatelle ou sous tutelle, qui puissent donner leur consentement. Enfin bon, il y a déjà des critères comme cela, et puis ensuite des critères un peu spécifiques par rapport à la pathologie elle-même. Parfois, pour pas avoir trop de facteurs confondants, on ne veut pas que les patients aient été résistants, par exemple, à tout. Ou on ne veut pas que n'inclure que des patients qui auraient été préalablement traités avec un anti-CGRP ou déjà résistants avec un anti-CGRP. Ou parfois, on veut des patients qui n'ont jamais eu de traitement de fond. Oui, selon les études, on va faire des choix, selon la question scientifique que l'on se pose. On met en face des critères d'inclusion qui vont aussi qui vont correspondre à la population qu'on veut étudier pour répondre à la question posée. Par exemple, je vous donnais l'exemple d'étudier le rimégépan chez les gens qui sont résistants au triptan. Donc évidemment, il faut, dans les critères d'inclusion, que les patients aient déjà eu des triptans,
et puis au moins 2, voire 3, et qu'on ait pu documenter que ça marchait pas, et ensuite savoir pourquoi exactement ça marchait pas. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de critères qu'on se fixe et qui sont parfois un petit peu restrictifs. C'est vrai que ça donne qu'un aperçu limité de la réalité des patients, parce que quand on met trop de critères d'inclusion, au bout d'un moment, on sélectionne 1% des patients, donc on va avoir une étude qui va porter sur 1% des patients. Mais c'est parfois aussi un peu le prix à payer pour avoir une population très homogène, avec le moins de facteurs confondants possible, répondre à une question scientifique. Et après, une fois qu'on a pu démontrer et répondre à la question scientifique, le médicament, il est souvent distribué beaucoup plus largement, et c'est les études de vraie vie qui sont importantes, elles aussi, c'est-à-dire les données cliniques qu'on recueille, que les neurologues vont recueillir chez leurs patients, qui décrivent les réponses au traitement, qui permettent d'avoir une vision plus large sur, dans une population elle-même plus large, sans ces critères parfois qui sont un peu stricts. Donc, si je vous comprends bien, une fois les essais cliniques passés, euh, grâce aux données rapportées par les patients lors des consultations et des traitements que vous mettez en place, vous continuez à récolter des données pour évaluer le traitement. euh, pour quelles raisons? Pour son Ça se fait, efficacité, pour les ouais. effets secondaires? Oui, ça se fait, oui, tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle les études de vraie vie. Alors, ça se fait toujours avec le consentement du patient. On ne peut pas recueillir des données de patients sans qu'il y consente. Et donc, il y a plusieurs études de vraie vie dans le monde et en France où, si les patients l'acceptent, eh bien, on va recueillir des données, dire, bah, voilà, on a donné tel, par exemple, le rimégépan ou un anti-CGRP à nos patients, et puis on va regarder dans la vraie vie combien vont être répondeurs. Est-ce qu'il y a des effets indésirables qui apparaissent, qu'on n'avait pas vu dans les études, justement parce qu'on avait été un peu trop restrictif sur les critères d'inclusion. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Mhm. Par exemple, on peut se fixer des limites d'âge dans les critères d'inclusion, mais lorsqu'on a des patients mais moins de 65 ans, par exemple, mais dans la vraie vie, on a aussi des patients de plus de 65 ans à traiter, donc on va quand même donner les médicaments, et c'est utile d'avoir des données de vraie vie pour pouvoir dire après, bon, bah, certes, les essais thérapeutiques n'ont pas permis de donner d'informations chez les gens de plus de 65 ans, mais nous, dans la vraie vie, on l'a fait, et on peut vous dire que bah, ça marche aussi, ou ça marche pas, ou il y a des effets indésirables qu'on a pu voir dans cette population-là et qu'on n'avait pas vu avant parce qu'on ne les avait pas inclus. Donc ça permet de compléter aussi les connaissances. Et vous voyez que par exemple dans les essais thérapeutiques, sur les anti-CGRP, on voit que globalement le taux de réponse c'est 50% des gens répondent à 50%. En gros, c'est à peu près ça. Puis les données de vraie vie, elles vous montrent que dans la réalité, c'est un petit peu plus. On est quasiment à 70% des gens qui sont répondeurs. Donc vous voyez, ce sont des informations qui viennent se compléter, parce que dans les études, dans les essais thérapeutiques, on est toujours un petit peu restrictif. On sélectionne une population particulière pour répondre à une question scientifique, mais après, lorsque le médicament est disponible, on le donne à une population plus large, et c'est aussi important de pouvoir décrire les effets bénéfiques, les effets indésirables des traitements lorsqu'ils sont administrés à une population plus large. Merci beaucoup, docteur Gaulion.